Dans la nuit du 31 décembre 1958, la France rattrapait enfin son retard en se dotant d'un régime d'assurance chômage dont la convention fondatrice instituait, je cite, un régime national interprofessionnel d'allocation spéciale aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce, aux travailleurs et aux travailleuses. Ce principe, tel qu'il est exposé, demeure assez largement ignoré lorsqu'on considère la situation des près de 3,5 millions de travailleurs et travailleuses indépendants. La promesse présidentielle de leur ouvrir l'assurance chômage en 2017 est restée lettre morte, ou plutôt a été convertie en une allocation des travailleurs indépendants, l'ATI. Théoriquement une bonne idée, puisque faire dépendre les droits économiques des personnes d'un chiffre d'affaires, c'est-à-dire d'une fluctuation de biens et de services, c'est remplacer le droit par le hasard ou la chance. Pas plus que les salariés, les indépendantes et les indépendants ne choisissent d'être privés d'activité. Ils subissent la concurrence, parfois des donneurs d'ordre très puissants, parfois l'écrasement par des grands monopoles comme ceux de l'énergie. D'autant que le risque de perte d'emploi n'est jamais individuel, stricto sensu, il est toujours socialisé, au moins dans le cadre de la famille. On sait que les plus petits, les enfants, sont celles et ceux qui subissent le plus dans leur chair et dans l'accès aux soins, par exemple, ou à des loisirs, la perte d'emploi de leurs parents. Mais le ver était dans le fruit initialement, car cette allocation d'ATI a reconduit beaucoup de choses contre lesquelles a été construite l'assurance chômage en France. En l'occurrence, à un régime qui relève parfois plus de l'œuvre de bienfaisance que de la sécurité sociale. Entendons tout de même les conditions d'accès très étonnantes. Outre le fait de figurer dans une liste d'activités éligibles, il faut avoir cessé son activité du fait d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement judiciaire ou d'une baisse de 30% des revenus attestés par des tiers de confiance. Quel autre droit individuel repose sur des témoignages? Il faut également avoir exercé 2 ans l'activité dans une seule et même entreprise. Pourquoi? Il faut avoir perçu au moins 10 000 € sur une des 2 années précédant la cessation, niveau arbitraire. Il faut disposer de ressources personnelles inférieures au niveau du RSA, 646,52 €, comme si, avec 650 €, par exemple, quelques euros de plus, on pouvait effectivement couvrir ses besoins. Il faut enfin être inscrit à France Travail et en recherche dite effective d'emploi. Ces différents critères sont autant d'obstacles administratifs et juridiques. En conséquence, loin des objectifs proclamés, comme l'a dit mon collègue rapporteur, M. Viry, juste avant, au lieu de 29 000 bénéficiaires par an qui étaient estimés, on est à peine à 123 admises et admis par mois. La raison de cet échec assez patent tient aux obstacles qui ont un caractère dégradant tout au long de la demande d'accès à cette allocation. Des obstacles qui sont opérationnels. La liste des pièces nécessaires est éminemment compliquée et le tiers de confiance, évidemment, induit des rapports qui ne sont pas des rapports de simple témoignage, mais bien les mêmes de confiance avec les pairs. Des obstacles qui sont économiques. Cette indemnisation n'en est pas vraiment une, puisqu'elle est déliée des revenus antérieurs et donc ne couvre pas un préjudice. Elle vient simplement offrir un filet de sécurité. Donc, elle n'indemnise pas, avec le montant très faible de 800 € par mois pendant 6 mois. Un obstacle qui est également symbolique, puisqu'on crée ici un système d'assistance dont chacun sait qu'il a 9 risques sur 10 d'être recalé si jamais il y postule. C'est le taux d'échec, en tout cas de nombre de dossiers qui sont refusés. En premier lieu, parce que les personnes qui postulent sont éligibles à l'ARE, au titre d'autres activités professionnelles, mais il n'empêche que les déposants de dossiers savent qu'ils ont un gros risque de ne pas être acceptés. Et enfin, un obstacle à caractère démocratique, puisque ce régime de couverture n'est pas géré par les premières et les premiers concernés. Collègues, l'assurance chômage, on le sait, n'est pas ni un cadeau, ni une aumône, ni une reconnaissance morale. C'est un droit qui est acquis en contrepartie d'une contribution. Ce principe a été d'ailleurs appliqué, y compris au monde des travailleurs et travailleuses indépendants, dès 1945. Les caisses d'allocation familiale, pour prendre cet exemple-là, étaient composées pour un quart d'élus des travailleurs et travailleuses indépendants qui venaient gérer et administrer l'argent socialisé dans le cadre de ces caisses-là. Pourquoi les indépendants ne bénéficieraient-ils et-elles pas aujourd'hui également d'un régime d'assurance chômage propre, en adoptant le principe de dignité qu'est la cotisation et sa gestion démocratique? Fonder une assurance chômage des indépendants, administrée par les assurés eux-mêmes et elles-mêmes, c'est, me semble-t-il, le meilleur moyen de l'adapter aux besoins réels. D'abord sur les conditions d'accès. Qui mieux que les indépendants peut informer les indépendants de l'existence de droits? Ensuite, sur l'éligibilité. Qui mieux que les indépendants peut calculer les barèmes et les cotisations requises pour couvrir un ensemble de parcours? Ensuite, finalement, sur le montant. Qui mieux que les indépendants peut estimer le revenu dont on a besoin pour rebondir après qu'une entreprise a disparu? Ces éléments-là sont une opinion personnelle à partir des obstacles qui ont été soulevés tout au long des discussions. J'étais notamment frappé par le fait que ça n'a pas conduit à une levée de bouclier, que l'option d'avoir un régime mutualisé, socialisé de protection entre indépendants. Et je pense que là comme ailleurs, travailleurs et travailleuses connaissent leurs besoins. C'est donc à elles et à eux d'être à la manœuvre.